Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Nick se précipite hors de l'hôtel sans même passer un coup de peigne dans ses cheveux. Il est bien trop énervé pour penser à un détail de ce genre. Devant la bouche de métro, il hésite une seconde, puis décide de faire le chemin à pied jusqu'au théâtre. En marchant d'un bon pas, il ne mettra pas plus de temps et ça lui permettra de se ressaisir et de faire le point. Tout à l'heure, quand le téléphone a sonné, c'est Henri, l'ami avec qui il partage son appartement, qui a décroché. Comme d'habitude, il n'a pas fait très attention à ce qu'on lui disait au bout du fil. Après avoir raccroché, il s'est contenté d'informer Nick qu'un certain Alan Wolf désirait le voir d'urgence au théâtre Mundison pour un petit rôle. Tout en courant chercher sa veste dans sa chambre, Nick a interrogé « Un rôle? Mais quel rôle? Est-ce qu'il t'a donné une précision à ce sujet ?»« Peut-être, mais j'ai pas bien compris, » a répondu Henri. « Ce bonhomme parlait très vite et n'articulait pas très bien. » Ce bonhomme, parler ainsi d'Alan Wolf, le metteur en scène de Cri de la Tortue, le plus grand succès actuel de Broadway. Henri est vraiment un type complètement ignare. « Mais pourquoi, moi? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose à ce sujet ?» a demandé Nick avant de sortir. Son ami s'est gratté la tête en réfléchissant. « Ah oui, je crois bien, il a expliqué qu'il t'avait remarqué, mais je me souviens plus dans quoi. C'est sans doute dans un spot publicitaire, hein. Dans quoi tu veux que ce soit? En pensant à la réplique de son camarade, Nick hausse les épaules. Henri ne manque jamais de lui faire des réflexions vexantes de ce genre, et c'est de plus en plus difficile à supporter. Il faut dire qu'elle l'atteigne en un point très sensible. La médiocre réussite de sa carrière d'acteur. C'est vrai que, pour vivre, il travaille plus souvent pour la publicité qu'au théâtre. À 32 ans, le bilan n'est pas fameux. Enfin, tout de même, il a tenu quelques rôles intéressants. Oh, pas de très grands rôles, mais quand il les jouait, mon Dieu, quand il les jouait comme la vie était belle. Nick avance d'un bon pas, se faufilant sans les voir entre les passants. Est-ce qu'il ne rêve pas, par hasard? Il se rend bien à un rendez-vous avec le grand Alan Wolf. Sa carrière va sans doute en être bouleversée, car travailler avec un tel homme est toujours une promotion. Mais pourquoi le convoque-t-il maintenant? Les journaux spécialisés disent que la distribution de la pièce qu'il prépare actuellement, Les Nuages au loin, est complète depuis 8 jours. Sans doute y a-t-il une défection de dernière minute. Le comédien arrive enfin au théâtre Mundison. Il entre dans la salle et descend l'allée centrale, les jambes un peu flageolantes et le cœur battant. Tout de suite, il détecte l'atmosphère de tension qui caractérise les répétitions. Sur le devant de la scène, une femme et 2 hommes se tiennent penchés et discutent avec un groupe de personnes, 6 ou 7 environ, assis dans les premiers rangs des fauteuils d'orchestre. Parmi eux, Nick reconnaît sans peine Alan Wolf. Le metteur en scène, si souvent photographié par les magazines, agite les bras avec véhémence, puis, sans doute alerté par un de ses assistants, il tourne la tête vers le nouvel arrivant. « Hello !» crie-t-il avec exubérance. « Vous êtes Nick Porter, n'est-ce pas? Je vous reconnais tout à fait. » Il se lève et vient à la rencontre de Nick, la main tendue, avec autant d'empressement que s'il accueillait une célébrité ou un commanditaire. « Je vous ai vu dans une petite ville de la côte ouest, » explique le metteur en scène. « Vous jouiez un vieux marin dans une pièce minable qui s'appelait, je crois, La Voix de la Conscience. Vous étiez très bien, mon vieux, excellent. » « Merci, dit Nick.
Vous êtes trop indulgent. » Il se souvient très bien de cette tournée en Californie il y a 3 ans déjà, et se sent très flatté qu'Alan Wolf ait été assez frappé par son jeu pour s'en souvenir encore. « Voilà de quoi il s'agit, » poursuit le metteur en scène. « Au 2e acte, il y a un voisin un peu fou, Elmer qu'il s'appelle. Il n'a pas beaucoup de texte, mais c'est le genre de rôle qui met un acteur en valeur. Je crois que vous êtes le personnage, Monsieur Porter. Est-ce que ça vous intéresse? Mais tout d'abord, êtes-vous libre en ce moment? » S'il est libre? Oh mon Dieu, plutôt 2 fois qu'une. Nick se racle la gorge avant de répondre. Eh bien oui, justement... Le projet pour lequel j'étais pressenti vient d'être repoussé. Merci d'avoir pensé à moi, Monsieur Wolf. « Parfait !» s'exclame le metteur en scène. « Je vais vous faire passer une petite audition pour le principe, mais je suis certain que vous vous en tirerez très bien. » Il se tourne vers les gens de son équipe, occupés à bavarder et à plaisanter. « Donnez-moi un texte, s'il vous plaît !» crie-t-il à la cantonade. Aussitôt, un gros type à la chemise fleurie se précipite vers son patron et lui tend une liasse de feuillets reliés, passablement écornés et froissés. Alan Wolf s'empare du manuscrit et le tend à Nick. « Prenez la page 12. C'est une réplique assez longue pour vous permettre de donner ce que vous valez, et qui caractérise très bien le personnage. Le garçon qui devait avoir le rôle n'était pas très convaincant dans ce passage. C'est pourquoi je me suis brusquement rappelé de vous. Allez, je vous laisse 5 minutes. Étudiez le texte. » Nick s'assoit dans un fauteuil à l'écart et commence à lire. Il a le cœur serré. C'est toujours très triste de prendre la place d'un autre, mais c'est la dure loi du métier. On est toujours en compétition. D'ailleurs, rien n'est encore certain. Peut-être la manière dont il va lire tout à l'heure ne plaira-t-elle pas à Alan Wolf. Le comédien fait un effort pour chasser son malaise et se concentre sur sa réplique. Elle n'est pas facile, cette réplique, mais le texte est beau et intéressant, tout en subtilité. « Quand vous voulez, Nick, vous montez sur la scène !» lui crie Wolf, qui est retourné s'asseoir au milieu de sa cour. « Nous sommes prêts à vous écouter !» Nick respire 1 ou 2 fois profondément et se lève. Quand il se retrouve devant son auditoire, sa main qui tient le manuscrit tremble légèrement. Il commence à lire la première phrase comme on se jette à l'eau. À la fin, il ne sait pas du tout s'il a été bon, mais tout de suite, le gros homme à la chemise fleurie applaudit. Les visages levés vers lui sont souriants et n'évitent pas son regard. C'est bon signe. « Très bien, parfait !» dit Wolf. « C'est tout à fait ça, Nick. Je vous ferai connaître ma décision rapidement. Il faut faire vite car les répétitions sont déjà commencées. » Nick descend de scène pour prendre congé. « Mais je manque à toutes les règles de la politesse la plus élémentaire, » s'écrie Alan Wolf. « Je vais vous présenter l'équipe. » Ça, c'est un signe, songe le comédien. S'il n'avait pas l'intention de m'engager, il ne se donnerait pas cette peine. Le metteur en scène l'entraîne successivement devant chaque personne et le présente comme un invité lors d'une réception. Nick serre les mains mais n'arrive pas à répondre un seul mot aux paroles aimables qu'on lui adresse. C'est toujours comme ça. L'aisance des gens de théâtre, dont il devrait pourtant avoir acquis les manières, augmente sa timidité et le rend muet. Il peut enfin s'en aller. Dans le hall, il se sent comme une coquille de noix ballottée sur la mer. Mais cette sensation ne dure pas. Le souvenir de l'audition qu'il vient de passer et l'espoir qu'elle a fait naître en lui le submergent. Il a plu certainement et on va lui confier le rôle. Nick décide d'aller prendre un verre. Il y a justement un petit bar sympathique en face du théâtre. C'est un endroit qu'il aura peut-être l'occasion de fréquenter dans les mois qui viennent. Le comédien s'installe à une table et commande une bière. Oui, ce sera merveilleux de venir ici avec quelques camarades après le spectacle, encore imprégné par la chaude euphorie des applaudissements. Il est en train de porter le verre à ses lèvres quand un homme venu s'installer à une table voisine attire son attention. L'inconnu n'est pas très grand et
plutôt sec et nerveux. Dans son beau visage aux traits fins, ses yeux noirs à l'expression passionnée l'observent avec insistance. Un acteur, se dit aussitôt Nick. Il ne sait pas très bien pourquoi, mais il en est certain. D'ailleurs, devant le théâtre Mundison, ça n'a rien d'extraordinaire. Au bout de quelques instants, le regard appuyé de son présumé collègue commence à le gêner. Aussi, ne sachant plus quelle contenance adopter, il lui adresse un petit sourire accompagné d'un léger signe de tête. Aussitôt, l'autre se lève comme s'il n'attendait que cela et s'approche de la table de Nick. « Est-ce que je peux m'asseoir » demande-t-il. Nick le regarde interloqué. Peut-être est-il l'un de ceux qu'on lui a présentés tout à l'heure? Ce visage ne lui dit rien, mais dans sa confusion, il n'a vraiment vu personne. Sans attendre de réponse, l'inconnu s'assoit et commande un whisky au barman. Puis, il se retourne et pose à nouveau sur Nick son étonnant regard. « Je suis Richard Ensor, monsieur Porter. Vous avez entendu parler de moi, je suppose. »« Non, » dit Nick, étonné. « Je devrais ?» La bouche de Richard Ensor se crispe et ses yeux ont un éclat furieux. « Ainsi, Alan Wolf ne s'est même pas donné la peine de me nommer !» s'exclame-t-il. Puis il éclate de rire d'une manière qui semble un peu forcée. Nick vient de comprendre. Son interlocuteur est l'acteur dont il est en train de prendre le rôle. Oh, voilà une situation bien embarrassante. C'est vous qui deviez jouer Elmer, n'est-ce pas? Demande-t-il troublé. C'est moi qui jouerai Elmer, répond Richard Ensor avec assurance. Je vous ai écouté tout à l'heure du fond de la salle. C'était pas mal, autant que j'ai pu en juger, par votre voix ne porte pas beaucoup. Mais tout de même, j'ai plus de talent que vous. C'est à moi que revient le rôle. D'ailleurs, Monsieur Wolf me l'avait promis. Nick éprouve un certain malaise. Ce type est un peu exalté, se dit-il. C'est normal qu'il soit furieux. Mais enfin, tout de même, c'est pas une raison pour se conduire de cette manière. Je comprends que ce ne soit pas très agréable pour vous, dit Nick, mais moi, je n'y suis pour rien. Et puis, Alan Wolf n'a pas encore pris sa décision et peut-être que... Non. Justement, c'est pour ça que j'ai voulu vous voir, l'interrompt Richard. Si Alan Wolf vous choisit, vous, je veux que vous refusiez en disant, par exemple, que vous avez trouvé un autre boulot. Quel toupet! Nick n'en revient pas. Il prend un ton digne et posé pour répondre. Mon cher monsieur, n'y comptez pas. Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai pas intrigué pour avoir ce rôle et donc je prendrai ma chance. D'ailleurs, j'ai vraiment besoin de ce travail. Moi aussi, murmure Ensor, les dents serrées. Son visage est maintenant tordu par la colère. Il fixe son vis-à-vis et articule lentement. « Si vous acceptez le rôle, je vous tuerai. Et je me tuerai ensuite. » Nick a un hoquet de surprise. « Mais qu'est-ce qui vous prend, mon vieux? Vous plaisantez ?» Richard Ensor secoue la tête et répète. Je vous tuerai et je me tuerai ensuite. Il y a longtemps que je pense en finir de toute façon. Je m'étais accordé une dernière chance, mais quand, hier, Wolf m'a fait comprendre qu'il pensait me remplacer, j'ai su ce qu'il me restait à faire. Nick sent son cœur se serrer de pitié. Il comprend le désespoir de son compagnon. Lui-même, ce matin, avant le coup de téléphone de Alan Wolf, était plutôt cafardeux. Et dans quel état d'esprit sera-t-il s'il n'est pas choisi? Plutôt au 36e dessous, certainement. « Écoutez, dit-il, il faut pas vous décourager comme ça. Après tout, nous sommes à égalité tous les deux. Wolf peut très bien se décider pour vous. » Richard secoue la tête. « Non, j'ai bien compris. Vous lui avez plu, c'est certain. Pourtant, je suis bien meilleur dans le rôle.
Mais moi, je joue plus décalé, plus moderne, vous comprenez? Et Wolf est de la vieille école. Il n'aime pas qu'on le dérange dans ses habitudes. Alors il prendra sans doute un type comme vous, sans véritable personnalité. Allez, Nick, refusez ce rôle pour l'amour du théâtre. Ces jugements méprisants, dictés par le dépit, n'atteignent pas Nick. S'il y a une chose dont il est persuadé, c'est d'avoir du talent. Ses professeurs le lui ont toujours dit, et plus tard il en a eu confirmation quelquefois par les applaudissements du public, mais surtout en le lisant dans les yeux de ses camarades. « Il n'y a aucune raison pour que je refuse ce rôle, » répond-il calmement. « Inutile de me menacer, je ne céderai pas à votre chantage. » Richard se lève alors. « Ça n'est pas du chantage. C'est la seule chose que je puisse faire. Dites oui à Wolf et nous mourrons tous les deux. Et si vous avez l'intention d'avertir la police, je prétendrai que vous avez tout inventé, que vous êtes sans doute un peu déséquilibré. Ça vous fera une belle réputation. » Après cette tirade, il fait une sorte de révérence théâtrale puis quitte le bar. Nick le trouve un peu ridicule et en même temps tellement pathétique. « Mon Dieu, quel dur métier !» se dit-il. « C'est terrible ce qu'il peut faire de nous. » Puis il paie les consommations et sort à son tour. Il n'y a plus maintenant qu'à attendre le coup de téléphone de Wolf. Le lendemain matin, vers 11 heures, quand il décroche, il n'a pratiquement plus repensé à Richard Ensor et à sa folle exigence. Il a été bien trop occupé à supputer ses chances d'avoir une réponse favorable. « Nick, ici Alan !» dit Wolf au bout du fil. « Si vous êtes d'accord, je vous engage !» Sans attendre que Nick ait terminé de bredouiller son acceptation, il poursuit. « Il y a une répétition à 2 heures cet après-midi. Soyez au théâtre à 1h30 pour que nous ayons le temps de parler un peu avant. D'accord? À tout à l'heure !» Quand il raccroche, Nick se sent comme sur un nuage. Il a le rôle, il a le rôle. Quel bonheur de pouvoir exercer son métier pendant de longs mois, car la pièce va avoir du succès, il ne peut pas en douter. L'après-midi, au théâtre, le travail commence. C'est très délicat de s'intégrer à une équipe déjà constituée, d'autant qu'Alan Wolf, s'il l'a accueilli très aimablement la veille, se montre dans le travail beaucoup moins agréable. Il est tour à tour coléreux, bon copain ou ironique. Nick s'applique follement à le satisfaire, à comprendre chacune de ses indications. Le soir, à la fin de la répétition, il se sent épuisé et rentre chez lui avec l'intention de dormir, rêver peut-être, reprendre des forces pour le lendemain. Richard Ensor et ses menaces ridicules sont complètement oubliés. Il dîne rapidement, seul, car Henry, l'ami qui partage l'appartement avec lui, est sorti avec sa petite amie. Il ne rentrera sans doute pas avant 2 ou 3 heures du matin. Le comédien est en train de terminer son plat surgelé quand on sonne. Qui cela peut-il bien être? Bon, sans doute la gardienne de l'immeuble ou un voisin. Nick ouvre la porte et a bien envie de la refermer. Richard Ensor se tient sur le seuil. « J'ai eu du mal à trouver votre adresse. Heureusement, ils me l'ont donnée au syndicat des artistes. » Nick observe son visiteur. Il a l'air moins exalté que l'autre jour. Presque souriant même. « Entrez, Richard, » propose-t-il. « Mais je vous préviens, je n'aurai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Il faut que je dorme. » Richard s'assied sur le canapé. Il a enlevé son imperméable et le tient replié sur ses genoux comme s'il était dans une salle d'attente de médecin ou de dentiste. « Ce ne sera pas long, je crois, » dit-il. Nick n'arrive pas à définir le ton qu'a pris son visiteur pour dire ces mots, mais un certain malaise l'envahit aussitôt. « Alors, ça va les répétitions ?» demande Richard. C'est un drôle de type, Wolf, hein? 1 minute, il vous tape sur l'épaule comme un bon vieux copain, et l'instant d'après, il hurle comme un adjudant. Nick ne s'est pas assis et marche nerveusement. « C'est vrai, oui, mais c'est un passionné, » répond-il.
Richard sourit et se laisse aller paresseusement sur le dossier du divan. Il semble parfaitement détendu. « Je parie que vous avez cru que je ne parlais pas sérieusement l'autre jour. » interroge-t-il. « Mais bien sûr, Richard, vous étiez bouleversé, » répond Nick. À ce moment, Richard enlève l'imperméable de ses genoux, découvrant un grand couteau qu'il tient à la main. Il se lève et, brandissant son arme comme dans un mauvais mélodrame, déclare « Eh bien, vous vous trompiez. J'étais très sérieux. Je vais vous enfoncer cette lame dans le cœur et je la retournerai ensuite contre moi. » Nick recule, les jambes tremblantes et le ventre crispé de peur. « Mais je vous en prie, ne faites pas cette folie. »« C'est trop injuste, car vous n'avez aucun talent, » poursuit Richard Hanser. « Et moi, je suis un grand comédien. Il aurait suffi qu'on me donne ma chance pour le prouver. Mais maintenant, il est trop tard. » Les traits tordus par la fureur, le regard fou, il avance vers celui qui lui a pris son rôle. Nick sent déjà le métal s'enfoncer dans son ventre. Soudain, il voit avec surprise la physionomie de son agresseur se transformer radicalement. Le désespoir et le découragement se lisent maintenant sur ses traits. « Je n'y arrive pas, » dit Richard. « Je ne peux pas vous tuer. Je ne suis pas un assassin. Mais il ne sera pas dit que je n'irai pas jusqu'au bout. » Avant que Nick n'ait eu le temps de réaliser et de réagir, le malheureux comédien retourne son arme et l'enfonce dans sa poitrine à hauteur du cœur. Puis il s'écroule sur le tapis. Nick reste quelques secondes abasourdi, fixant sans y croire le manche du couteau et le sang qui commence à imbiber la chemise de Richard. Puis il s'accroupit à côté du corps et constate alors avec soulagement que Richard Hanser respire encore. « Ne bougez pas, je vais appeler un médecin, on va vous sauver. »« Non, je n'ai pas le courage de vivre, » murmure Richard d'une voix faible. « Mais si, Richard, si, pour le théâtre, » dit Nick. « Je renonce à mon rôle, je vais téléphoner à Wolf. »« Vous dites ça parce que vous savez que je vais mourir ?» articule le blessé avec difficulté. Sans répondre, Nick se relève et décroche le téléphone sous le regard intense de Richard. « Monsieur Wolf ?» dit-il quand il a le metteur en scène au bout du fil. « Monsieur Wolf, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir travailler avec vous. Il faut que je parte en voyage immédiatement, et je ne serai donc pas libre pour les répétitions. Mais heureusement, je sais que vous pourrez me remplacer facilement par l'acteur merveilleux que vous aviez engagé précédemment. » Quand Nick raccroche, il voit avec joie que le visage de Richard est illuminé par un sourire. « Je vais appeler un médecin maintenant, » dit-il. « Inutile, je vais déjà beaucoup mieux, » répond le blessé. Et Nick croit avoir une hallucination. Il voit Richard se relever souplement et éclater de rire. Mais il comprend très vite quand il le voit saisir le manche du couteau et sortir de sa chemise une petite poche de plastique qui dégouline d'un liquide rouge. Cet odieux truqueur s'est servi d'accessoires de théâtre, un couteau à lame rentrante et un peu d'hémoglobine, pour lui jouer une scène de grand guignol. Et lui s'y est laissé prendre comme un imbécile. Il a abandonné son rôle à cette infâme fripouille en gâchant la chance de sa vie. Richard Hanser se dirige vers la porte, toujours secoué par des hoquets de rire. Avant de sortir, il se retourne et, sur un ton de jubilation, interpelle Nick. « Alors, cher ami, vous êtes convaincu maintenant que je suis meilleur que vous ? Je vous l'avais bien dit que j'étais un grand comédien. » Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.